Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Il y a exactement 8 ans éclatait la seconde guerre du Liban. Suite à l'enlèvement de 2 soldats israéliens par le Hezbollah, le gouvernement israélien décide d'attaquer des cibles terroristes au Liban. Pendant 4 semaines, une guerre est engagée entre les soldats de Tsahal et les troupes d'Hassan Nasrallah qui menacent de détruire Israël. Le prix en vie humaine de cet été 2006 sera lourd. 4 semaines qui restent gravées dans la mémoire collective israélienne. Nous avons choisi de revenir sur ce conflit à travers 5 images qui le symbolisent. La seconde guerre du Liban, c'est un reportage de Tammy Harel et Liran Mosley pour i24 News. « 12 juillet 2006, à 9h30, les forces du Hezbollah lancent des dizaines de roquettes sur les villes du nord d'Israël. En même temps, le Hezbollah attaque le périmètre de sécurité tout près de la frontière avec Israël, ici, dans le village de Zarit, et y attaque 2 véhicules de Tsahal où se trouvaient Eldad Regev et Ehud Golvasser, qui étaient à un jour de terminer leur réserve militaire. Ces derniers ont été blessés et kidnappés. قامت المقاومة الإسلامية صباح اليوم وعند الساعة 9:05 بأسر جنديين إسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة وتم نقل الأسيرين إلى مكان آمن. Le Hezbollah n'avait pas prévu que cet acte allait attirer les foudres d'Israël et surtout il n'avait pas prévu qu'une guerre éclaterait. Nous avons entendu Nasser Nasrallah parler de mauvais calculs et il a également ajouté que s'il avait su, il n'aurait pas attaqué Israël, etc. Il n'aurait pas kidnappé les 2 soldats. Ce qui l'a amené à manigancer le kidnapping des 2 soldats israéliens était de la provocation, mélangée au sentiment qu'il pouvait le faire et en sortir indemne. Ce matin, à la frontière entre Israël et le Liban, la situation commence sérieusement à être tendue. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a rencontré les parents du soldat israélien Gilad Shalit. Shalit a été enlevé par le Hamas 3 semaines plus tôt dans la zone frontalière entre Israël et la bande de Gaza et y a été pris comme otage. Il était en train de les mettre au courant des avancées concernant les efforts fournis par Israël pour libérer Gilad. Il avait été kidnappé 3 jours plus tôt. Ils se sont mis à discuter. Soudain, le général Gadi Shamni, l'attaché du Premier ministre, s'est joint à eux. Il leur a dit que quelque chose s'était passé au nord d'Israël, que 2 soldats avaient été enlevés. Et alors que le général Shamir quitte la pièce où ils étaient en train de discuter, le Premier ministre lui a dit à haute voix « Dis aux troupes d'être vigilants. Les hommes du Hezbollah les attendent. » Quelques heures plus tard, une réunion d'urgence a lieu, à l'issue de laquelle le gouvernement israélien décide de lancer une opération militaire contre les bastions du Hezbollah dans le sud du Liban. La seconde guerre du Liban éclate. Je suis ici pour vous le dire à tous, qu'il n'y ait aucun malentendu. Notre réponse sera dure et sévère. Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme au terrorisme provenant du Liban. S'ils n'arrêtent pas immédiatement leurs tirs de roquettes sur Israël, je leur conseille vivement d'y mettre fin s'ils ne veulent pas être amenés à regretter leurs actes. Je pense que personne n'avait anticipé une opération de longue durée. Mais le premier jour, lors de la première réunion du cabinet, le Premier ministre Olmert a dit que cette opération durerait 48 heures tout au plus. Israël ne veut pas d'une guerre avec le Liban. Israël devait réagir à la provocation du Hezbollah. Lorsque le Premier ministre et ses ministres se sont réunis le 12 juillet, ils n'ont pas évalué les conséquences de leur choix. Si vous analysez les décisions du gouvernement israélien, vous n'y verrez pas un mot concernant la guerre. Personne n'a utilisé le mot guerre, jamais. Les mots « deuxième guerre du Liban » ne sont apparus qu'1 an plus tard. 1 an plus tard. Au même moment, ce n'était qu'une opération. Pendant les premiers jours de la guerre, les cibles principales des attaques aériennes de Tsahal se sont concentrées dans la région de Beyrouth, et ce, avec le soutien de la communauté internationale. Le monde entier était favorable à une guerre. Israël était soutenu de par le monde et il était légitime pour la communauté internationale qu'Israël attaque le Hezbollah. Et ce pour 2 raisons. Il était évident qu'Israël a été affecté pendant des années par les attaques du Hezbollah et aujourd'hui, c'en est assez. Israël attaque donc le Hezbollah.
avec le consentement de la communauté internationale pendant 5 semaines, abattant 1500 civils libanais et plus, parce que la communauté internationale s'est dite « on va laisser Israël se débarrasser des méchants dans le but de poursuivre les efforts de paix ». Telle était leur façon de penser. La réponse du Hezbollah est forte. La portée de leurs missiles Katyusha s'est étendue. Il existe désormais un risque que celle-ci touche des villes comme Haïfa, Tibériade, Afula et Hedera, qui n'avaient jamais été touchées auparavant. 1 million de résidents de l'État d'Israël, cible potentielle de missiles du Hezbollah. 3969 roquettes Katyusha sont tirées sur Israël, causant d'immenses dommages matériels et humains. 44 civils sont tués et des centaines de milliers d'hectares de forêt en feu. Des centaines de milliers d'Israéliens courent aux abris, mais la situation n'a pas été anticipée. Les infrastructures manquent. On ressent la pression, la peur, spécialement lorsqu'on a des enfants dont on doit prendre soin. Ce sentiment n'est pas très bon. À chaque fois, devoir retourner dans l'abri anti-missile. Des milliers d'habitants du Nord fuient la menace des missiles et s'installent dans les villes du sud d'Israël, sous des tentes financées par l'oligarque juif russe Arkady Gaïdemak. Avec la joie et le bonheur, nous éloignons le mal. Ce n'est pas seulement au nord d'Israël qu'il y a un état d'urgence. Dans ces premiers stades de l'opération, Tsahal recourt à des bombardements massifs de l'armée de l'air et à des tirs d'artillerie, causant d'énormes dégâts aux effectifs armés, ainsi qu'aux infrastructures et centres militaires. Le 13 juillet, l'armée israélienne a déjà imposé un blocus aérien et maritime sur le Liban. Des avions de combat attaquent alors le port et l'aéroport international de Beyrouth, provoquant sa fermeture. Quelques 300 civils libanais et 600 combattants du Hezbollah sont tués. Le quartier de Dahiya à Beyrouth, le bastion du Hezbollah, est dévasté et devient aux yeux du peuple libanais le symbole de l'agression israélienne. Le 14 juillet, 2 jours seulement après le début de la guerre, le Hezbollah parvient à tirer un missile d'origine irakienne sur le navire de la marine de Tsahal, se trouvant au large de la côte de Beyrouth. 4 soldats et membres de l'équipage sont tués. Nasrallah ne pouvait pas cacher sa joie. Il est certain que l'épisode de l'attaque du navire militaire israélien, Eilat, constitue à lui seul l'ultime fierté de Nasrallah, ce qui lui a donné l'occasion de se mettre en scène publiquement dans le but de dominer l'opinion publique, et surtout celle des Arabes. En fait, pour lui, cela est une preuve qu'il n'est pas seulement un beau parleur comme ses dirigeants arabes, mais bien une personne qui agit. Il est capable de changer les choses, et plus que cela, il est capable de gagner une guerre contre Israël. Lorsque Nasrallah s'est exprimé lors d'interviews, dans une sorte de cave ou d'abri, il ne s'adressait pas seulement au public libanais, ni uniquement au public arabe, mais il s'adressait aussi au public israélien. Il savait depuis le début de la guerre que chacun des mots qu'il prononce est traduit et même diffusé en direct à la radio et sur les chaînes de télévision israéliennes. 2 jours après l'attaque du bateau, Israël prend un autre coup. Un mur de pierre plein de sang et des bottes de parachutistes rouges au sol. C'est ce qui restait après qu'un missile Katyusha ne tombe près d'un groupe de soldats, près du kibbutz Kfar Giladi. 12 soldats de réserve ont été tués et Israël a du mal à se remettre de ses morts. L'armée israélienne est obligatoire pour tous les jeunes âgés de 18 ans minimum, contrairement aux États-Unis où l'armée se fait sur la base du volontariat. Donc en Israël, les familles se connaissent, et puis il y a ce concept de soldats réservistes. Lorsque tu quittes la maison, lorsque tu dis bye-bye à tes proches, lorsque vous partez combattre, vous pouvez revenir comme vous pouvez ne jamais revenir. En Israël, les plaintes des citoyens se font de plus en plus fortes au fur et à mesure que les jours passent. Les habitants du Nord se plaignent du fait que l'État ne protège pas assez la population. Les réservistes se plaignent des équipements désuets. Et pour finir, les commandants de Tsahal se plaignent du fait qu'ils ne connaissent pas les buts et objectifs de la guerre. Tsahal n'était pas du tout préparé.
Le kidnapping a surpris l'armée, et pas seulement par l'acte lui-même, mais parce qu'il a révélé la non-préparation d'Israël pour les actions militaires qu'il voulait lancer. Malgré une critique croissante, le Premier ministre ordonne au chef de l'armée Dan Khalutz de commencer l'attaque terrestre. À 21h, le 11 août, les forces de Tsahal commencent une attaque terrestre étendue à travers le long du sud du Liban afin de repousser les sites de lancement de roquettes au-delà de la frontière israélienne. Cependant, les troupes de Tsahal qui entrent au Liban trouvent une armée de guérillas bien préparée. Elles vont en payer le prix en vie humaine. Une partie de nos troupes est entrée en repérage pour appréhender la cible. En entrant, ils se sont heurtés à des terroristes et ont découvert des munitions. Les 2 terroristes ont été tués. Notre chef de compagnie est blessé et 2 de nos soldats sont blessés à la jambe. L'armée israélienne n'est absolument pas préparée à cette situation. Une deuxième guerre du Liban après 6 années de lutte contre les terroristes palestiniens en Cisjordanie. Et en ce qui concerne la Cisjordanie, les services secrets internes, le Shabak, y contrôlent entièrement la situation, ayant de très bonnes sources sur place, qu'elles soient de nature technologique ou humaine. Et lorsque les mêmes soldats qui, après 6 années, deviennent commandants, et que l'on a un service de renseignement aussi efficace qui connaît chaque maison, qui sauve beaucoup de vies et qui ont des équipements de pointe, une fois au Liban, ils ne savent rien, ils régressent. Malgré les avis des officiers supérieurs, on a pu constater la capacité des soldats à combattre et surtout l'héroïsme des soldats et officiers qui se sont retrouvés dans des situations de combat où ils ont dû sauver des blessés sous le feu et en territoire hostile. Et c'est l'image qui symbolise peut-être la plus grande détermination des soldats de Tsahal, comme par exemple Tomer Boadana, un parachutiste qui a été grièvement blessé dans la bataille. C'est un message envoyé au monde révélant quels peuvent être les sentiments ressentis lors d'un sauvetage sur le terrain. Mais le soutien de la communauté internationale gagné par Israël au début de l'opération commence à s'effriter. Le lendemain du lancement de l'opération terrestre, le Conseil de sécurité de l'ONU accepte la résolution 1701 appelant à un cessez-le-feu. Mais malgré cela, l'armée israélienne continue à se battre en augmentant son emprise sur le sud du Liban. Cette opération au sud Liban reste controversée à ce jour. Il était nécessaire pour nous d'aller au Liban. Je sais bien qu'on a été beaucoup critiqués par rapport à ça. C'est devenu même une sorte de litanie médiatique. Pour le Premier ministre, c'était un tribut à payer. Tout le gouvernement y était favorable. L'armée a insisté sur l'importance de l'opération. Et c'était la bonne chose à faire. L'incursion terrestre a pris fin 48 heures plus tard, mais a coûté la vie à 33 soldats et en a blessé 60 autres. Tu me manques. Nous entrons dans la phase de cessez-le-feu. Nous arrêtons les tirs. Nous espérons que le cessez-le-feu sera maintenu. Nous vous le rappelons, nous sommes toujours en état d'alerte. Le 14 août, à 8h, la résolution 1701 du Conseil de sécurité entre en vigueur en interdisant l'entrée d'armes dans le sud du Liban. Suite à cette décision, et après 34 jours, la deuxième guerre du Liban se termine. La guerre a été mal gérée. C'est une des guerres les plus mal gérées par Israël. Mais au bout du compte, cette guerre s'est avérée efficace car elle a réussi à dissuader le Hezbollah de tenter quelconque attaque de grande envergure vis-à-vis d'Israël dans le futur. Ce qui est important depuis 8 ans, c'est que la frontière nord d'Israël est plus calme qu'elle ne l'a jamais été. Et ceci est le résultat de la deuxième guerre du Liban. Israël a définitivement dissuadé le Hezbollah d'attaquer le pays. 8 ans plus tard, les images de la guerre restent dans la mémoire collective israélienne et libanaise, comme le rappel du prix terrible à payer pour une guerre, même justifiée.
Voilà, je vous retrouve juste après le flash d'information pour la suite de cette émission reportage spécial Seconde guerre du Liban. Nous nous intéresserons avec nos experts, Daniel Haïk, analyste politique sur i24 News, Raphaël Girouzelmi, ancien officier des renseignements militaires. Nous nous intéresserons donc au bilan de cette guerre et aux points communs avec celle que Tsahal mène actuellement à Gaza. Restez avec nous sur i24 News.